évidemment continue à intéresser au travers de ces textes. On va y revenir longuement avec nos invités, et puis évidemment dans les adaptations filmiques et en séries télévisées. C'est un festival qui débute, voilà, étrange, grande, évidemment. Jeu de mots que chacun a apprécié autour de la ville d'Étanges Grande qui nous accueille et qui a soutenu, d'après ce que j'ai compris, clairement, dès le début, ce projet. C'est toujours un moment, je le disais dans un petit tweet que je faisais pour inciter à venir, c'est toujours un petit moment d'émotion quand un nouveau festival se lance, quand une équipe de passionnés et de gens compétents, comme ici, se décide à créer un événement. On a toujours une petite angoisse la première année. Je me souviens d'un festival dont je me suis occupé longuement. La première fois, on était 800, en tout et pour tout, sur 4 jours, donc c'était quand même petit. Et à la fin, on a quand même terminé au-delà de 40 000, donc bon, voilà. Vous avez de l'espoir que ce festival devienne un de ces festivals qui comptent et qui permettent à la littérature d'imaginaire, en général, et de science-fiction en particulier, de se faire entendre et de rencontrer son lectorat. Je ne vais pas développer plus longtemps, je vais surtout présenter nos 3 invités et on va entrer dans le vif du sujet. C'est qui Philippe Cadic? C'est quoi les histoires de Philippe Cadic et pourquoi ça continue des dizaines d'années après sa mort à nous passionner? On pense que après nous, ça passionnera encore plein de lecteurs, que c'est un de ceux qui resteront dans la littérature mondiale. Hélène Connon, vous êtes née en février 61, vous êtes une traductrice littéraire française, vous êtes diplômée de langue et littérature des pays anglophones par l'État. J'ai revérifié, vous avez traduit, alors je n'ai pas fait toute la liste parce qu'on y aurait passé un quart d'heure, mais je cite quelques grands noms, Ray Bradbury, Banks, Ursula Le Guin, Christopher Priest, Silverberg, Norman Finrad, Mike Brooks et évidemment Philippe Cadic. C'est à ce titre que vous êtes invité du festival aujourd'hui. Vous avez été lauréate du Grand Prix de l'imaginaire de la meilleure traduction, ça fait toujours plaisir quand on a un prix, voilà. Et vous avez eu le prix spécial du jury de ce même Grand Prix de l'imaginaire pour un ouvrage, vous nous direz tout à l'heure un mot, Regard sur Philippe Cadic, le kaléidoscope, je vais y arriver. Il y a toujours quelques mots traîtres comme ça, et on en veut toujours beaucoup aux auteurs de nous les glisser dans le titre. Elle en partage le prix spécial avec la collection Nouveau Millénaire pour l'exégèse de Philippe Cadic, dont elle s'est occupée de la traduction, nous allons aussi y revenir. Voilà, elle s'est occupée de l'harmonisation, on verra aussi ce que sont ces problèmes de traduction pour des grands auteurs, pourquoi on reprend des traductions quelques dizaines d'années après, les premières traductions. Et puis, elle a aussi signé la traduction du dernier roman de Philippe Cadic, que je n'ai pas encore lu, c'est un des très rares que je n'ai pas lu, donc il va falloir que je m'y mette, Aux Nations sans pudeur, aux éditions J'ai lu. Et puis l'exégèse dont on a parlé, je crois que cette petite présentation vous dit déjà pourquoi on peut considérer Hélène Connon comme, par ce biais de la traduction, d'abord, une spécialiste de Philippe Cadic. Raymond Mélizy, vous êtes né en 47, vous avez passé, comme vous le dites, 41 ans dans l'éducation nationale, mais on vous a heureusement libéré pour bonne conduite et je m'en félicite. Vous avez été co-directeur, et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois, avec Bernard Stéphane, de la série d'anthologie Mouvance dans les années 70-80, une série d'anthologies originales, de qualité, thématique, des choses qui ne se faisaient pas à l'époque, et je dois avouer, sans fausse honte, ne pas avoir hésité à m'inspirer parfois pour certaines de mes anthologies de ce travail que vous avez accompli et dont on se rappelle toujours chez les spécialistes de la science-fiction. Vous êtes le responsable du suivi des conventions nationales de science-fiction et ça c'est une passion que vous assurez depuis 34 ans. Vous êtes avant tout écrivain, c'est comme ça que vous vous définissez en science-fiction. Vous avez eu 3 fois le prix René Aîné qui est décerné à la convention. C'est quand même un signe de qualité. Et à l'époque, je dirigeais avec toute une brillante équipe la revue de science-fiction Galaxy. J'ai eu le plaisir de publier beaucoup de nouvelles de Raymond Mélizy. Voilà, c'est aussi une référence, puisque la revue était considérée, comme disait Le Monde à l'époque, comme une revue de référence. Donc, si Mélizy était publié, c'est que c'était un auteur de référence. Voilà, un excellent novelliste, et puis aussi des romans. Je cite rapidement Extramuros, une nouvelle qui lui a permis d'avoir aussi le Grand Prix. Le prix de la SF française et le prix Grand Prix de l'imaginaire pour Papa, j'ai remonté le temps, une histoire pour la jeunesse, voilà, absolument.
Voilà. Et on vous a décerné enfin en 2018 le prix Cyrano pour récompenser l'ensemble de votre œuvre d'écrivain et aussi vos activités dans le domaine de faire à titre posthume. Voilà, c'est toujours mieux de son vivant, ça nous fait plus plaisir. Voilà, on pourrait continuer, mais il va falloir qu'on passe au troisième invité. Vous êtes aussi un spécialiste, on le dira, de l'œuvre de Frédéric Dard, dit San Antonio. Entre autres, vous avez publié Les figures San Antonio et San Antonio, premier flic de France. Vous avez aussi publié aux éditions des Parèges, qui est un éditeur lorrain, si ma mémoire est bonne, Mauvais œil à Beauregard, un roman policier dont l'action se déroule à Thionville. Et last but not least, je me livrerai un peu de tentative en anglais, je le lis plus facilement que je ne le parle. Philippe Hupp, vous êtes né en 1953 à Metz, vous avez été étudiant au département d'anglais à la fac des lettres à Metz, vous avez été traducteur littéraire, une cinquantaine de romans, dont évidemment Terre-Mère d'Ursula Le Guin, un magnifique roman de fantaisie, et puis Le Temps désarticulé de Philippe Cadic, qui est un des romans d'Itien que j'aime tout particulièrement. Vous êtes journaliste, littérature, voyage et gastronomie. Vous avez, je n'ai rien dit, voilà. Vous êtes amateur aussi de bon vin et de cigares. Vous êtes un des experts français du cigare, il faut le dire, ce n'est pas si fréquent. Et puis, vous avez bien un petit air un peu castriste à un certain moment de vos cigares. L'air, juste l'air. Et puis, par ailleurs, vous avez travaillé pour de nombreux journaux, comme Le Républicain Lorrain, Galaxy Fiction, VSD, Air France Magazine, Nouvelle Œuvre, Géo. Je vous ai lu dans Géo d'ailleurs. L'amateur de cigares, nous y revenons, Cuisine et terroir, Bifrost, lesrestos.com, etc. Vous avez été aussi plein de choses, dont directeur de collection aux éditions Fleuve Noir pendant 6 ans, et vous avez, et c'est à ce titre que vous êtes là tout particulièrement, été le fondateur et le directeur du Festival de la science-fiction de Metz de 1976 à 86. Voilà, vous avez aussi publié des livres, La boîte à cigares, je le disais, Abanos aussi, et vous avez publié 2 anthologies. Je les ai toutes les deux lues. Mourir au futur, une excellente anthologie aux éditions 10-18 en 76. La science-fiction sociologique, plus que art science, comme on dit, mais des très très beaux textes. Donc dans Mourir au futur, 10-18, vous ne trouverez plus que d'occasion. Mais si vous aimez la science-fiction, n'hésitez pas. Franchement, vous verrez des très très beaux textes. Et puis le livre d'or de Robert Silverberg chez Pocket en 79. Là aussi, un must, les meilleures nouvelles de Silverberg. Et puis une très jolie préface. Voilà, je voulais présenter vraiment nos invités parce que c'était important, parce que ça expliquait pourquoi ils sont là tous les trois. Et on va donc parler de Philippe Cadic. Et je vais commencer par ma première question, qui est tout simplement, est-ce que vous avez, Hélène Collot d'abord, rencontré personnellement Philippe Cadic, et comment vous l'avez rencontré si ce n'est pas personnellement? Non, personnellement non, raté. Ça, c'est une question d'époque, de temps. Ça ne marche pas. Hein. Comme ça, c'est mieux? Non, c'était... Les pros, on voit les pros. Merci. Donc non, je n'ai pas rencontré Philippe Cadic, puisque la seule fois où il est sorti de son pays, c'était en 77, et donc voilà, j'étais un peu encore trop jeune pour traverser toute la France pour venir voir mon écrivain de SF préféré. Mais c'était déjà mon écrivain de SF préféré. J'avais lu tout ce que je pouvais, grâce à la bibliothèque du coin, SF, essentiellement SF, et avec une affection particulière pour Dick. Je sais pas, j'ai accroché. Je trouvais qu'il n'était pas du tout comme les autres, quoi. Par ses thèmes, son humour, son tout, voilà, sa manière d'aborder les histoires. Et voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Est-ce que vous voulez... Raymond Milesi, vous avez rencontré une seule fois, me semble-t-il, Philippe Cadic, à Metz, en 77, à l'occasion du festival dirigé par Philippe Hupp. Évidemment, on va l'interroger longuement sur cette question, car c'est le grand organisateur par qui tout est arrivé. Raymond Milesi, comment avez-vous rencontré donc Dick, très concrètement, et vous lui avez fait une interview, d'après ce que... C'est ça, c'est une interview qui, quelques années plus tard, est parue dans Fiction. Elle devait paraître dans Science Fiction Magazine, finalement. Par les aléas de l'édition, elle a fini par paraître dans Fiction, que j'ai oublié à la salle Europa, sinon je vous l'aurais montré.
voiture venir là-bas après. Pourquoi? Parce que, comme disait Hélène, c'est la seule fois où on a pu rencontrer Philippe Cadic. On ne savait pas que ça serait la seule fois, mais ça a été. Et donc, on avait préparé avec mon collègue Bernard Stéphane de Mouvance, justement, une série de questions. Et comme nous ne parlions pas suffisamment bien l'anglais, il y avait un traducteur avec nous. Et même quelqu'un qui a pris de la vidéo, mais je ne sais plus très bien qui, je vais avouer que c'était en 77 pour une prescription, hein, j'ai plein de trucs que j'ai oubliés. Nous sommes donc allés à Metz, place Saint-Jacques, au Sofitel, et dans lequel il avait une chambre qui avait été changée d'ailleurs, parce qu'il y avait trop de gens qui l'embêtaient, il en avait pris une autre. Et nous sommes allés là-bas faire notre interview, ça a duré 1 heure, avec des questions préparées, assez soignées, là aussi, vous pouvez encore les trouver dans cette fameuse revue fiction qu'on trouve encore pas mal, hein, sur, j'allais dire Presse Ministère, ça s'appelle autrement, sur plein de sites. Et nous lui avons posé nos questions, il a donné ses réponses, et nous sommes tombés, contrairement à une idée stupide qu'il y avait à l'époque, c'était comme quoi on allait rencontrer quelqu'un de drogué, qui connaissait rien du tout, qui était à moitié affolé. Pas du tout. On rencontrait quelqu'un d'extrêmement sensé, sain, qui avait même un petit peu d'humour, et qui était très calme, qui était très heureux d'être là, ça se voyait. C'était le genre de gars qui avait l'air content qu'on vienne l'interviewer même. C'est assez que pourtant, ça ne doit pas être quelque chose qui lui manque. Mais par rapport aux gens qui lui posaient des questions aux États-Unis, il était très content d'être en France. Il avait l'impression, pas une impression que j'ai toujours moi-même, qu'on était plus intelligent et qu'on posait des meilleures questions. Enfin, en tout cas, lui, c'était ce qu'il ressentait. Et donc, il a été très content des questions qu'on lui a posées et il nous a apporté plein de réponses. Alors, il y a eu quelques petites anecdotes pendant l'interview, c'est peut-être pas ça que tu veux savoir. Si, mais le public veut savoir ça. Le public veut savoir. Alors, oui, c'était donc ce fameux festival de 77, de grande mémoire, parce qu'à part ça, il y a eu par exemple la première européenne de Star Wars, il me semble, hein, au cinéma Eden cette année-là. Juste après Deauville. Et oui, c'est ça, c'est chez nous en science-fiction en tout cas, donc c'était une grande année. J'ai rencontré pas mal de gens, notamment donc cette année-là Philippe Cadic. Et pendant tout cet entretien, il y a quand même longtemps, hein, je me dis c'est en 77, je me souviens que de temps en temps, il avalait des petits cachets qu'il avait semés sur sa table de nuit à côté. Alors il y avait des jaunes, des rouges, etc. Puis de temps en temps, il en avait, je suppose que c'était les enfêtes. Hein. À l'époque, c'était surtout ça qu'il branchait. Mais ça ne l'a pas empêché d'être en pleine forme du début à la fin, extrêmement calme. Il avait accordé d'autres interviews d'ailleurs cette année-là, notamment à mon copain Henri Planchat. Et il y avait pas mal d'obsessions qui revenaient dans tout ce qu'il disait, notamment sur la période Nixon aux États-Unis, qui était terminée depuis le Watergate, 1974, et donc il était très heureux qu'elle soit terminée, parce que ça, il haïssait profondément. Et il nous a parlé de sa science-fiction, qui n'est pas une science-fiction axée sur le futur, mais sur le présent en parlant du futur. C'est ce qu'il nous a expliqué. Et nous sommes tombés sur un écrivain qui parlait beaucoup de lui-même dans tout ce qu'il écrivait. Et c'est peut-être ça, sa principale qualité, en tout cas qu'on a reconnue chez lui. Pas tout à fait dans ce que moi j'avais découvert de lui, c'était plutôt par les nouvelles, à l'origine. Mais dans ses romans surtout, même si certains c'est des nouvelles reprises, il a beaucoup dialogué avec lui-même et il n'était pas d'accord, souvent avec lui-même. Et c'est surtout cette approche-là qui nous avait beaucoup plu. C'était quelqu'un de très plaisant. Je répète, qui nous a remercié autant pour nos questions que nous pour ses réponses, et qui n'hésitait pas à se couper de temps en temps pour dialoguer avec le traducteur, surtout, parce qu'avec nous, il ne pouvait pas. Voilà, c'est la présentation que j'ai de Philippe Cadic. 1 heure dans ma vie passée avec lui, et je dois dire que je me suis bien remémoré ça ces derniers mois quand on m'a parlé de cet entretien, parce que j'en avais oublié beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Philippe Huppe, évidemment, puisque c'est quand même par lui que cette rencontre a eu lieu, et on va reparler sur l'impact que ça a eu. Mais donc, Dick a dit, après être venu à Metz, qu'il avait passé, j'ai la citation sous les yeux, la meilleure semaine de sa vie au festival de science-fiction de Metz. Comment ça s'est fait, cette venue? Il n'était jamais venu en France, il meurt quelques années après, 5 ans après, donc il n'aura plus l'occasion de revenir alors qu'il était invité. Comment ça s'est fait alors qu'il était soi-disant impossible à faire venir, à faire déplacer, déjà difficilement aux États-Unis, mais surtout en France, à l'étranger? Comment ça s'est fait, Philippe? C'était au début une gageure, c'est sûr, parce qu'il avait été invité plusieurs fois à des congrès et il n'était jamais venu. Soit il avait refusé de venir, soit il avait annulé à la dernière minute. Et notamment, moi j'habitais à Londres en 1974, et il était invité à un événement important de l'Institut d'art contemporain, et il n'est pas venu.
Et après, moi, quand j'ai commencé le festival en 76, je venais de traduire Le Temps des articulés de Philippe Cadic, et je me dis, il faut absolument que je réussisse à le faire venir en France. Et après, je contacte les éditeurs, et qui me disent tous, il vient déjà pas à Paris, il vient pas à Londres, il va pas venir à Metz. Ça sert à rien d'essayer. Et je me suis dit, je vais quand même essayer. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé le voir chez lui à Santa Ana, dans la banlieue de Los Angeles. Et j'ai pas pris les choses très sérieusement, c'est-à-dire que je voulais le mettre à l'aise parce que je savais qu'il était très craintif. Donc je suis arrivé chez lui, là, il avait un petit appartement de 2 pièces à Santa Ana, un peu dans la pénombre, avec une quarantaine de boîtes de tabac prisées sur la table de chevet, enfin dans le salon. Mais il avait l'air très timide, il parlait très doucement, c'était quelqu'un de très calme. Et j'ai utilisé ma méthode habituelle pour inviter des écrivains qui ne me connaissaient pas, c'est que je les emmène au restaurant. Et ça marche. Et donc, on est allé dans un restaurant italien tout près de chez lui à pied. On a bu 2 bouteilles de Bardolino. Et à la fin de la deuxième, il m'a dit, c'est bon, je viens à Metz. Je lui ai expliqué qu'en fait, il n'y aurait pas à Metz à travailler. C'est-à-dire qu'on s'occuperait de lui, qu'il y avait de très bons restaurants, qu'on lui demandait juste peut-être de faire une conférence, des signatures, mais qu'il apprécierait tout ça. Et à la fin, il me dit, c'est OK. Donc moi, je suis tout content. Je rentre à mon motel et en sortant mon sac, je suis tellement enthousiaste que j'avais oublié de le fermer. Il y a mon Leica qui se fracasse sur le parking. Donc j'étais pas trop content. Et après, ça c'est une anecdote, mais j'ai gardé les photos, heureusement. Et après, je rentre à Paris euphorique, et tous les éditeurs me disent, mais tu rêves. De toute façon, il t'a dit oui, mais il ne viendra pas, ça va être comme pour les autres. Il a eu des tentations plus importantes, et il n'a pas respecté les engagements. Et je dis, mais on verra bien. Et notamment Jacques Sadou, le directeur à l'époque des éditions J'ai lu, me dit en rigolant, non, il ne viendra pas. Après, je retourne, on continue à avoir une correspondance, et jusqu'à la fin, je ne savais pas s'il serait vraiment là. Et j'avais prévu un écrivain de remplacement, au cas où, qui est Robert Sheckley, parce que Robert Sheckley n'habitait pas très loin. Il a écrit à Ibiza. Et donc le seul problème, c'est qu'il fallait téléphoner dans un bar pour l'avoir, parce qu'il n'avait pas de téléphone à lui. C'est bien lui. C'est bien. Et donc on a continué à avoir une correspondance. Et je l'ai fait venir à Luxembourg, à l'aéroport de Luxembourg, parce que c'était beaucoup plus près. Je peux dire que jusqu'à la dernière seconde, moi je suis allé me chercher moi-même en voiture. Je ne savais pas s'il serait là. Alors je veux dire, quand je l'ai vu arriver dans le hall, là, waouh, ça existe. Il est venu, lui, il dit qu'il existe. Et là, on arrive, et surtout, on monte dans la petite voiture, et lui, il a une toute petite mallette. Mais je dis, vous n'allez jamais tenir une semaine avec ça? Il me dit, j'ai pas pris beaucoup de choses. Je dis, oui, ça se voit. La première chose qu'on fait en arrivant à Metz, on dépose sa petite valise à l'hôtel et on va lui acheter des fringues. Donc, la chemise pas très belle qu'il a sur toutes les interviews qu'on voit, c'est moi qui l'ai choisi. Je vais avoir picolé avant, mais c'est pas mal. Mais voilà, et puis, une fois que ça a commencé, il s'est installé à l'hôtel avec sa compagne de l'époque, John Simpson, enfin, ou son ami, et il a été tellement sollicité qu'effectivement, au bout de 2 jours, il me dit, est-ce que je peux changer de chambre, et qu'on ne donne pas mon numéro de chambre, parce que les gens l'appelaient à n'importe quelle heure. Et beaucoup de gens n'étaient pas venus, alors que j'avais annoncé Philippe Cadic en disant, de toute façon, il ne viendra pas. Ça, notamment le fameux directeur de J'ai lu, ce con, qui avait annoncé qu'il ne viendrait pas, et quelqu'un lui dit, mais il a Metz là. Et donc voilà, il y a la fameuse photo que vous avez peut-être certains vu devant les rotatifs du Républicain Lorrain, avec Philippe Cadic. Et sur la légende des mémoires de Jacques Sadou, il y a marqué, je ne suis pas sur la photo parce que j'étais dans la rue de Metz en train de faire du shopping. Alors qu'il était à Paris, quoi. Il avait honte. Et voilà. Et donc ça s'est super bien passé, sauf qu'il était tellement fatigué qu'au bout de la semaine, il m'a demandé s'il ne pouvait pas rentrer plus tôt. Alors que normalement, il devait passer par Paris avant.
Mais moi, ça a fait mon bonheur. Parce qu'il y a plein de journalistes, notamment parisiens, qui me disaient non, mais on va pas s'emmerder à faire ça à Metz. Il va venir dîner à la maison, on va faire un restaurant, et puis on fera tout tranquillement et tout. Et puis non, il est parti direct à Luxembourg, il a pris son avion. Et pour moi, ça a été énorme, quoi, parce que bon. Et puis on a continué à correspondre. Il m'a aussi beaucoup demandé de nouvelles d'une jeune femme, alors ça va paraître un peu surréaliste, qui habitait dans mon immeuble, et donc il était tombé amoureux. Tombé facilement amoureux, ça. Très facilement, mais elle correspondait à son type physique, cheveux noirs, brune, enfin cheveux noirs, voilà. Et je peux donner son nom maintenant, parce que Marie-Laure Sauvage. Et elle habite en Franche-Comté, maintenant elle a quitté Metz. Mais c'est drôle parce que moi j'étais au 2e étage, c'est un petit immeuble de 4 étages et elle est au 4e. Et elle part à Dick, elle part le rejoindre à Los Angeles, quelques semaines après, voilà. Et la dernière lettre que j'ai de lui, c'est en janvier 82, où il me demande s'il ne peut pas plutôt voyager sur la France que sur Islander parce que c'est moins confortable. Enfin, et je lui dis il n'y a pas de problème et tout. Et puis il est mort 2 mois après, quoi. Voilà. La photo, célèbre photo donc, du Républicain Lorrain, qui était avec Madame Puldemange un énorme soutien du festival et qui a cru dès le début. C'est grâce à elle que le festival a pu se faire d'ailleurs. À qui il faut rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'influence, mais qui aimait. Et en effet, en haut, on reconnaît Philippe Cadic, le 2e en partant de la gauche. Voilà. Bon, on a vu ses photos, et puis il y a plein de gens sur cette photo. Wamar, on reconnaît évidemment Philippe, Arlan Ellison. Ouais. Tous les éditeurs français de SF sont là, sauf son éditeur de l'époque, c'est assez drôle. Et les 2 gamins là en t-shirt à rayures, c'est des enfants de Madame Puldemange, voilà. Qui sont devenus maintenant des célébrités dans leur domaine aussi. Donc, et Stéphane Bull, qui est dans le coin là, avec une photo historique. Donc, et il n'y a pas d'autres photos dans le monde où il y a autant d'écrivains de SF. Mais ça, c'est une photo prise par Jean Zins. Donc. Et c'est Madame Pull qui avait organisé la séance avec champagne à la fin de la projection de Star Wars. Et je précise que sur la photo, il manque des gens. Roger Zelazny, qui était à Metz, n'est pas sur la photo. Il y a d'autres personnes aussi. Voilà. Voilà, anecdote pour commencer cet entretien, mais c'était important parce que c'est ce qui donne aussi de l'humanité à la littérature. Parce qu'évidemment, ce qui nous passionne, c'est les livres avant tout. Mais derrière les livres, il y a des êtres humains, il y a bien sûr tous ceux qui travaillent autour du livre. Là, on a vu les traducteurs et les traductrices, on voit aussi les organisateurs de festivals comme Philippe Hupp. Et voilà, on est un certain nombre aussi, on a organisé, et on reconnaît d'ailleurs notre dette à Philippe Hupp, j'en profite pour lui dire, parce que mais ça a quand même été un modèle. Après, évidemment, quand on construit quelque chose, on le fait toujours tel qu'on le voit soi-même, et puis la France d'aujourd'hui n'est pas celle de l'époque, et on ne construit pas les festivals de la même façon, et il y a Étanges, bien sûr, vous le savez, mais Philippe Hupp a été le premier à faire un grand festival professionnel. C'est-à-dire qu'il était accessible, mais néanmoins, il faisait venir les plus grands écrivains, et avec l'exemple de Dick, voilà. Donc c'est 10 ans de festival, mais je suis arrivé malheureusement en 81 seulement, parce que je n'ai découvert la science-fiction qu'en 78, donc évidemment je n'étais pas à Metz. J'ai découvert le premier roman de Dick, on y reviendra sur la traduction, c'était au Masque SF, donc les traductions étaient tronçonnées et faites à la va-vite. On va y revenir parce que c'est important comment on traduit les écrivains, tous les écrivains déjà, et encore plus les grands écrivains. Voilà. Alors, pour Philippe Dick existe et je l'ai rencontré, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Vous ne l'avez pas rencontré physiquement, mais vous l'avez rencontré par ses textes et défendu. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Raymond Milisi a déjà répondu à la question, mais Philippe, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la personnalité de Philippe Cadic? Je l'ai trouvé très calme, parce qu'il y avait une légende qui s'était déjà répandue, comme quoi il était accro, amphétamine ou quoi, et là je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement posé, très calme, qui parlait lentement, qui était
très gentil, il faisait l'effet d'un espèce d'ours gentil, comme ça. Il avait une stature assez imposante, mais il paraissait incapable de faire du mal à qui que ce soit. Je l'ai trouvé, il était très sympathique. Voilà. Et peut-être pas assez sûr de lui. Il avait ce côté, je veux dire, inquiet. Mais moi, je l'ai vu comme ça. Après, pendant le festival lui-même, je l'ai beaucoup moins vu parce que j'étais au four et au moulin, quoi, donc c'était un peu compliqué. Mais j'aurais aimé qu'il puisse revenir en 82, c'est sûr. Et là, en 82, il serait revenu à Paris. Il aurait vu Paris, du coup. Mais bon. Et oui, puisque 82, c'est évidemment l'année où il sortit le film Blade Runner. Voilà. Et c'était le début d'une immense reconnaissance. Il avait déjà une reconnaissance chez les amateurs, mais il n'était pas l'écrivain célèbre et reconnu internationalement, y compris aux États-Unis. Il était reconnu, mais pas au point où il l'est aujourd'hui. Aux États-Unis, en fait, il ne vendait pas beaucoup de livres. Et pour eux, c'est très important. Donc, il n'était pas très considéré. Il avait quelques amis, mais finalement, pour la plupart des gens, il n'existait pas. Donc, il avait ses amis Norman Spinrad, Khalil Jeter, des gens comme ça. Mais en fait, par rapport à d'autres écrivains, il était presque négligé. Alors qu'en France, il avait déjà une image. C'était un écrivain déjà mythique. Donc il était content, puis il se sentait tellement bien. Il avait l'impression d'être enfin reconnu. Il était bien traité. Hélène, vous ne l'avez pas rencontré physiquement, on le disait, mais vous vous êtes lancé dans de nombreuses traductions, vous avez beaucoup révisé, on en reparlera plus longuement tout à l'heure sur la partie sur la traduction, parce que c'est important quand on traduit dans une langue, justement un auteur américain. Quand vous avez traduit en particulier l'exégèse, on va développer cette immense œuvre que je n'ai pas lue. Oui. Donc on va la découvrir, qui est une œuvre, pas de fiction, ou entre fiction et mémoire, et enfin, bon, comment définir ça déjà, l'exégèse? Qu'est-ce que c'est en 2 mots, Hélène Cohen? C'est un très volumineux ensemble d'écrits nocturnes, rédigé à partir de 1974 et jusqu'à sa mort, qui était réputé impubliable, peut-être illisible aussi, c'est possible. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents, mais c'est normal. C'est pas du tout facile. C'est la somme des connaissances qu'il a acquises pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé un jour de 1974, où il a eu ce qu'il est convenu d'appeler une révélation mystique. Et il a cherché à comprendre jusqu'au bout, pendant des années. Donc il s'est tourné vers la philosophie essentiellement, la psychologie, la métaphysique, la religion, les religions, l'histoire, voilà, toutes les disciplines qui de toute manière l'intéressaient depuis toujours. Il disait de lui-même qu'il était un philosophe romanceur. Donc je crois qu'il était avant tout philosophe et qu'il en faisait des romans de son goût pour la philosophie. Après, c'était un autodidacte, c'est pas quelqu'un qui faisait des cours de philo déguisés en littérature, hein, non plus. Ce qu'on pourrait reprocher à certains auteurs actuels. Lui, c'était pas ça. Et l'exégèse, c'est des années de travail pour moi, 5 ans à peu près. Avec des moments où ça m'a quand même un peu perturbée. Oui, comme tu dis, ça mine. C'était au point où j'ai commencé à faire des cauchemars, donc il a fallu que je fasse une pause, parce que j'espère décevoir personne en disant ça, mais c'est souvent des élucubrations. Il y a des éclairs de génie et des trouvailles. On se dit, mais oui, mais bien sûr, ça éclaire toute son œuvre, tout à coup, quand certaines pages de l'exégèse. Puis il y a aussi de nombreuses pages qui sont venues d'une autre planète, la planète Tic, quoi. Et parfois, c'est tellement fou et bizarre que ça en devient inquiétant. Et quand on passe ses journées là-dessus, la nuit, on arrête. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai fait une pause,
j'ai traduit 2 ou 3 polars pour me changer les idées, voilà. Sinon, je pense qu'il fallait le faire, il fallait le rendre disponible, ce corpus impressionnant, par sa taille, mais aussi l'enveloppe. Je pense que c'est un livre, c'est 2 livres en fait, hein, mais bon, un livre complémentaire pour ceux qui sont vraiment, vraiment particulièrement attachés à l'œuvre de Philippe Cadic. Je pense que c'est difficile à lire, mais c'est complémentaire, quoi. On peut en lire des petits bouts de temps en temps, on peut s'y plonger par année, par mois, par période de sa vie, par thème, parce qu'il revient beaucoup sur ses plus grands textes. Il revient beaucoup sur Ubik, par exemple. Donc si on a vraiment aimé Ubik, je crois que ça a tout son sens, quoi, de se plonger dans l'exégèse, voilà. Sinon, voilà, c'est pas obligatoire. c'est pas non plus le catéchisme, hein, ça veut pas dire que si Philippe Cadic a eu une crise mystique qui a duré longtemps, ça ne veut pas dire qu'il a découvert la vérité ultime. Ça ne veut même pas dire qu'il a découvert la vérité tout court, ou la nature de la réalité, ou Dieu, ou rien de tout ça. Ça veut dire qu'il a cherché longtemps, dans tous les sens, et qu'il a fait des trouvailles que seul un auteur de l'SF pouvait rédiger de cette manière-là, je pense. Mais ce sont des trouvailles, des recherches, des découvertes d'autodidactes en philosophie qui ont l'intérêt justement de la fraîcheur, quoi. De la fraîcheur, de l'absence de doctrine préalable, une espèce de naïveté devant « Ah tiens, mais Hegel a déjà dit ça avant moi, ah !» Voilà, enfin, c'est comme ça tout le temps, quoi. Si c'est pas Hegel, c'est Héraclite, ou ça va loin, ça remonte même plus loin que ça. Voilà, il y a de quoi s'y perdre, faut pas essayer de lire tout d'un coup, mais on a quand même tout à y gagner, je pense. En tout cas, ça donne envie de se plonger, au moins un peu comme dans une sorte de dictionnaire. On peut picorer, découvrir des éclairs de Dick. Je voulais poursuivre juste un peu la question, parce qu'on avait d'abord abordé les anecdotes, mais aussi essayer de trouver un peu, au travers de son œuvre et de ce qu'on sait de lui, la personnalité de Philippe Cadic. Raymond Milesi et Philippe Hubbs se recoupent d'ailleurs pas mal, alors même s'ils l'ont rencontré plus ou moins longuement, mais voilà, dans la façon de percevoir, y compris casser plein de clichés. Vous savez, à la mode, ça fait chic de dire qu'il avait, je sais pas quoi, c'est en effet un drogué pour caractériser un peu ce qu'on a fini par répandre, et qui était très excessif par rapport à la réalité qu'ont connue beaucoup de gens qui ont fréquenté Dick, dont vous. Et puis, qu'est-ce que ça dit, par contre, Hélène Colomb, quand on lit, quand on traduit l'exégèse? Vous avez commencé à nous dire un peu de quoi il s'agit, parce que c'est pas un roman, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça nous dit, selon vous, bien sûr, sur la personnalité de Dick, ou plutôt une autre facette de sa personnalité, parce que comme tout être humain, évidemment, il est pluriel et complexe. Je vais relier 2 choses que vous avez dites et que vous avez dites, messieurs. Vous l'avez trouvé calme, ça vous a un peu surpris. Lui, il disait « Basically, I am not serene ». Je ne suis pas serein. Alors, c'est un peu... Je suis désolée de vous contredire. Et je crois que ce qui ressort de l'exégèse, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui n'a jamais trouvé la paix, ou alors vraiment sur la fin de sa vie, peut-être, comme on peut le voir dans son dernier roman. Et ça l'a beaucoup perturbé, cette crise mystique qu'il a eue en 1974, mais je pense que même avant ça, il n'était pas serein, dans aucun domaine. Et ces personnages ne le sont pas non plus. Ces livres, ces intrigues, ces mondes inventés, mais en même temps qui sont parfois, souvent un décalque d'une autre, ne sont pas très sereins non plus. T'as pas l'air d'accord du tout avec moi. Non, mais... Calme et serein, c'est 2 choses différentes. Alors, à mon avis, s'il était calme, c'est qu'il était médiqué. On peut être calme sans être serein. On peut être extrêmement inquiet et être calme.
C'est ça que je veux dire. D'accord. Alors je reprenais par facilité une phrase de Dick lui-même, une citation qui m'est venue à l'esprit et que j'ai mise, je crois, en exergue du kaléidoscope, il me semble. Sinon, qu'est-ce que l'exégèse révèle de Dick? La personnalité, moi je ne m'avancerai pas sur ce terrain, je ne le connaissais pas. Je crois qu'il fallait être membre de son entourage pour pouvoir dire qui il était. Dans ce cas-là, on peut écouter ses amis, on peut écouter les gens comme vous qu'il avait rencontrés, ou ses épouses successives. On peut se faire une idée en recomposant le puzzle comme ça. Moi, je peux me baser que sur ses déclarations et puis son œuvre littéraire, quoi. Et l'exégèse révèle, ce sont des mots un peu ambitieux quand même. On a l'impression de voir quelqu'un qui ne veut pas se contenter de la réalité, qui trouve qu'elle est quand même... Regarde derrière. Oui, voilà, il faut aller voir derrière ce qu'il y a, parce que c'est pas possible qu'il n'y ait que ça. Il doit y avoir quelque chose de plus chargé de sens. Et pour lui, chargé de sens, ça voulait dire plus réel. Tout était dans ces bouquins, vous savez comme moi, puisque si vous êtes là, c'est que vous les avez lus, ou au moins une bonne partie. La plupart du temps, les choses sont factices, ou carrément pas du tout ce qu'elles semblent être. Elles se démantibulent, elles révèlent autre chose derrière, qui révèle encore quelque chose derrière, et ainsi de suite. Lubick en étant un bon exemple. Et lui, le sens qu'il cherchait, enfin le sens de la vie, quoi, bêtement, c'est assez banal, hein. Ça se confondait avec la notion de réel. Ce qui a du sens, c'est ce qui est réellement réel, vrai, et inversement, ce qui est réel, c'est la seule chose qui est digne d'intérêt, parce que c'est la seule chose qui a un sens. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui ne l'ont pas encore lu ou pas beaucoup lu, parce que peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont venus par curiosité, ou parce qu'ils ont vu ces adaptations au cinéma, ou qui ont entendu parler de Dick comme tout le monde. Beaucoup de gens ont entendu parler de Dick, même ceux qui ne l'ont pas lu, peut-être encore plusieurs ont entendu parler que ceux qui l'ont lu, et qui se disent peut-être qu'il faudrait se mettre à le lire. En quoi cet auteur est-il si particulier et considéré comme à peu près tous les professionnels et tous ceux qui l'ont lu comme l'un des grands génies visionnaires de la science-fiction et aussi un très grand écrivain. Hélène d'abord et puis après Philippe et Raymond. Je ne vais pas être d'accord avec tout parce que pour moi visionnaire, pas au sens où il aurait vu donc ou imaginé des choses matérielles qui en sont venues à exister dans les décennies postérieures. Il n'est pas dans la prédiction, clairement. Pas du tout, non. Ah non, il est plutôt dans... il a accentué certains traits de nos sociétés de manière à nous alerter sur leurs dangers. Et il a dénoncé. Moi, je pense qu'il faut... Maintenant, il ne faut pas hésiter à dire que c'est un écrivain qui a un côté politique très incontestable, je pense, on peut le démontrer. Il a dénoncé l'intrusion du capitalisme dans tous les interstices de notre vie et surtout la surveillance omniprésente. Les deux vont ensemble, bien sûr, parce que les intérêts sont les mêmes. Les technologies de la surveillance, mais sans mettre trop l'accent sur la technologie, plus sur la surveillance, surtout sur le désir de surveiller, quoi, et de punir aussi. C'est fou, quoi. Ouais, bon, je pense pas qu'il l'avait lu. Non. Et je dirais donc aux gens qui ne l'ont pas encore lu, ou pas beaucoup, ou qui ont envie parce qu'ils ont vu les films,
que c'est un auteur profondément original. On est tous ici épris, je crois, de littérature de l'imaginaire. On a tous des auteurs fétiches, on a l'impression qu'ils sont tous originaux, plus originaux que les autres. Mais je crois que Dick il est vraiment inclassable. C'est pour ça aussi qu'on a raconté autant de bêtises sur lui. Le côté gourou psychédélique, drogué californien, tout ça, qui était vraiment poussé par Actuel, je pense, dans les années 60, 70. Et Libé, ouais, un peu pareil. Peut-être qu'on avait besoin d'une figure comme ça pour prendre la suite de Burroughs ou des gens comme ça, je sais pas. Mais si on l'a aussi mal perçu et défini, c'est sans doute aussi parce qu'il était indéfinissable. Je dirais donc que si on veut s'aventurer dans son œuvre, il faut s'attendre à tout. Tout est possible, on peut très bien ne pas accrocher, on peut reposer le roman et en prendre un autre. Ils sont tous différents, ils ont une personnalité propre, même s'il y a des thèmes en commun, des genres de personnages, des types de situations qu'on retrouve toujours un peu. Ça fait leur charme. Et je dirais aussi que si on n'en a pas lu du tout, c'est bien de commencer par les nouvelles, qui sont très brillantes, qui sont pratiquement toutes brillantes, hein, qui sont peut-être moins flippantes que les romans dans l'ensemble. Tu es d'accord? Moins noir, moins pessimiste. Sachant quand même que son talent et son originalité personnelle se sont épanouis et développés dans les romans. Bien sûr, les nouvelles ne sont pas des brouillons de romans. Elles sont des petits bijoux qui ont leur forme bien définie, et bien, une forme qui correspond bien à leurs propos. Il y a certaines nouvelles qui méritaient d'être développées en roman et il ne s'en est pas privé. Il l'a fait, oui. Et si elles sont aussi adaptées au cinéma, puisque à part Blade Runner 1 et 2, le reste c'est des nouvelles, enfin, sauf Scanner Darkly, c'est que ce sont des concentrés d'idées, et des concentrés d'idées géniales. Voilà. Les romans, ils pouvaient se permettre de laisser un peu plus libre cours à son goût pour le trouble, insérer le trouble chez le lecteur, déstabiliser, tirer le tapis sous le pied du lecteur sans arrêt. Voilà. Moi, je dirais si vous n'en avez pas lu ou n'en avez lu que très peu, vous prenez la liste de ses œuvres par ordre alphabétique et puis vous lisez. Et si ça vous plaît pas, vous passez à un autre. Mais il n'y a aucune chance, à mon avis, d'être déçu si on y met vraiment si on essaye vraiment de... Enfin, je sais pas, je crois que c'est un auteur très facile à lire, c'est pas quelqu'un de cérébral où on ne comprend rien, où il faut s'accrocher, c'est pas du tout ça. Par contre, on peut être déstabilisé par le fait parfois il n'y a pas de solution vraiment, de résolution plutôt définitive à la fin, il reste un doute. Alors, si on n'aime pas le doute, voilà. On a vu le Dick tout à l'heure, on l'a abordé au début, autour de l'exégèse et les romans de la fin, on va dire, de sa carrière, le Dick mystique. Mais il y a aussi, vous disiez, le Dick politique, le Dick engagé, celui qui dénonce Nixon, celui qui dénonce la guerre du Vietnam. C'est aussi quelqu'un qui est engagé, qui est sensible aux questions de son temps. C'est pas quelqu'un qui est un intellectuel coupé des réalités, pas du tout. Je crois qu'il faut le rappeler, c'est assez important. Il y a plusieurs facettes, comme toujours, un personnage et un écrivain, mais c'est important. Et là, moi, la question que je voudrais vous poser à tous les trois par rapport à ça, puisque vous l'avez quand même lu, beaucoup lu, et pour deux d'entre vous, à des degrés divers traduits, vous l'avez reçu, vous l'avez interviewé. Par exemple, je pense à l'irruption de la publicité. Je me souviens, j'ai plus le
texte en tête, mais il y a ce sorte de petit personnage là qui court après le malheureux héros dickien et qui essaie désespérément de lui placer sa pub et tout, et à la fin il y a un type qui lui tire dessus. Je ne sais plus quel est ce texte, mais on en a tellement lu. Oui, dans une des nouvelles, je ne sais plus laquelle, j'ai plus le titre en tête, mais ça, la scène m'a marqué. S'imaginer poursuivi dans la rue par un objet publicitaire qui vous crie dessus, qui vous dit qu'il faut absolument acheter tel produit. On n'y est pas encore. Mais parfois, on n'en est pas si loin, ils sont déjà dans le film. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Là aussi, on peut tout payer par carte bancaire, encore faut-il avoir de l'argent sur le compte. Donc, bref, Dick met ça aussi en scène dans ses romans, pose ces questions-là, non ? À mon avis, il les pose en filigrane. Il y a bien sûr des exemples tels que celui que vous venez de citer, mais il me semble par exemple dans Ubik, quand certaines personnes ont le talent de s'introduire dans l'esprit des autres et qu'on est obligé de payer des contre-télépathes pour les empêcher de nuire, il me semble que, moi j'y vois une métaphore de l'intrusion permanente de cette l'invasion de la publicité, mais pas seulement de politique aussi. Oui, voilà, tout ce qui a quelque chose à vendre, quoi. Oui. Je pense que quand il écrivait Ubik, il ne voulait pas faire une histoire de télépathe et d'inertiel, de contre-télépathe. Je crois que son message, il était autre que celui-là, il était plus politique que celui-là. Et à mon avis, on peut faire la même lecture, mais ça reste à faire. Il faudrait que quelqu'un le fasse, ça. Une thèse ou un livre ou un texte vraiment très savant, très informé sur cette seconde lecture-là. Les Américains l'ont fait un peu, en France, ça nous manque. La biographie de Laurence Sotin est tout à fait passionnante. Oui, alors c'est une biographie qui s'appelle Divine Invasion au pluriel, pardon, qui est très attachante parce qu'elle est écrite par quelqu'un qui est très attaché au personnage. Il a mis des années à l'écrire, cette bio, et il s'est attaché à son sujet. Et je crois que sur la fin, il aimait vraiment le personnage, qui était déjà mort à l'époque. Il a fait un livre qui est très passionnant, du coup, très facile à lire, très attachant lui-même, et qui n'est pas une biographie à l'américaine exhaustive avec les notes de blanchisserie, là, la totale, c'est une biographie, ça se rapproche presque de ce qu'on appelle en français une biographie littéraire. Voilà, mais ça n'est pas que la biographie d'un romancier, il en fait aussi. La part du personnage Philippe Cadic est très importante dans l'approche qu'on peut en avoir. En général, on ne parle pas que de ses romans et de ses nouvelles, on parle du personnage, on parle de ses dérapages, il y en a eu, on parle de ses crises mystiques, de ses bizarreries, du fait qu'il sortait jamais de chez lui, qu'il passait son temps à lire et écrire et à divorcer. Voilà, c'était quelqu'un qui sortait un peu de l'ordinaire quand même. Et souvent, on ne peut pas distinguer les deux. On parle de ses bouquins, on parle de sa vie. Il y a, je pense, des auteurs dont la vie est très ennuyeuse, mais à côté de la sienne. L'avenue de Dick Ernest, on l'a dit, et plus largement, évidemment, autour de ça, parce que c'est un phénomène d'un moment, mais qui on voit marqué. Vraiment, il y a eu de l'influence. En quoi Philippe Cadic et ses textes ont-ils eu de l'influence sur les écrivains, à la fois étrangers et français? Et je donnerai juste quelques exemples. K.W. Jeter avec Dr. Adair, clairement, un roman très déjanté, là aussi sur le réel et pas, et qui est tout à fait remarquable. Christopher Priest, à mon avis, qui a, le grand écrivain britannique, qui a toute une influence dickienne sur la question de la réalité, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas. Il s'est attaqué à la question du World Trade Center, non pas avec une vision complotiste,
mais une vision dickienne, une vision d'écrivain, sur ce qu'est la réalité, comme on l'aperçoit. Il y a Michel Jury. Je citerai Le Temps incertain, qui est un roman, clairement on parle du nouveau roman, mais qui est aussi influencé par Dick. Et puis Dominique Doué avec La vie comme une course de char à voile. Voilà, j'en cite 4 pour ceux qui ont déjà lu ces livres. Est-ce que vous pensez justement que sur les auteurs, est-ce que vous avez des noms comme ça d'auteurs américains, j'ai cité Jeter, britanniques, j'ai cité Proust, mais aussi français qui ont réellement, tout en faisant une œuvre autonome et personnelle, été influencés par, moi pour une partie de leur carrière, par l'œuvre et par les textes de Philippe Cadic? Jeter, c'était un ami de Jeter. Je connais la classe. C'est pas la question. Tim Powers, oui. Non, je voulais parler de l'inverse, c'est pas de chance, mais parce que tu as demandé des auteurs, notamment français, qui auraient été influencés par Dick. Et Louis nous a parlé de l'inverse, c'est pour ça que j'y ai pensé. On lui a demandé quels étaient les auteurs qui l'avaient influencé. Alors on s'attendait à ce qu'il nous cite, je ne sais pas moi, Orwell, de Huxley ou des copains. Alors ce qu'il nous a répondu, moi je peux vous le dire, c'est Gustave Flaubert, Stendhal, Balzac, Proust. Donc c'était un gars qui avait été extrêmement influencé par le roman français, mais du 19e, du 20e aussi, surtout du 19e siècle. Et il nous disait qu'il écrivait, je ne sais pas si c'était vrai, mais quand il abordait l'écriture de romans, il pensait plutôt au style d'écriture, pour le compte, du 19e siècle. Pour lui, son modèle, c'était Le Rouge et le Noir, et Stendhal et Gustave Flaubert. Alors nous, on était assez sciés parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Maintenant, on serait moins étonnés, il l'a redit à plusieurs reprises, mais là... Donc, cette influence s'est exercée d'abord dans l'autre sens, sur l'écriture, pas tellement sur les thèmes. Je ne vais pas exagérer la place de tout ce que mes amis ont dit, c'était tout à fait vrai. Maintenant, les écrivains français influencés par lui, tu as parlé de Michel Jury, mais c'était à la même époque à peu près. Hein. Début des années. C'est ça. Je ne sais pas si Michel a été influencé directement par Philippe Dick. En tout cas, il en a parlé, il a même fait comment on appelle ça, une citation initiale sur... Tu sais ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est ça, enfin, voilà. de Philippe Cadic, mais j'ai l'impression qu'il aurait écrit la même chose quand même. En fait, je n'en suis pas sûr, je le connais un petit peu plus. En tout cas, pour d'autres écrivains français qui ont été influencés, je me demande, notamment les modernes, je me demande s'ils n'ont pas été influencés plutôt par le cinéma Dickien. De même que beaucoup de gens s'imaginent connaître Dick parce qu'ils connaissent le cinéma qui est dérivé de Dick. Ce qui n'est pas fou, hein, pour les idées, on y est. Mais ce n'était pas un écrivain dans ses romans d'aventure, c'était plutôt un écrivain de situation formidable. Et donc le cinéma nous donne une certaine idée de Philippe Cadic qui ne correspond pas à ses tourments. Donc voilà, une influence du cinéma, je dirais plutôt. Bon, après Blade Runner, si on a lu le roman qui au départ s'appelait voilà, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est un titre bien meilleur, plus extraordinaire, et sans doute moins commercial, c'est normal de l'appeler Blade Runner aujourd'hui. Mais bon, voilà, parce que c'est le film et que ça permet de toucher plus de lecteurs. Après tout, ces détours sont parfois nécessaires. Mais ce roman-là, enfin l'adaptation est quand même très proche, même si elle est libre. C'est quand même une très belle adaptation de Dick. Il avait vu des rushs avant de mourir, et lui-même était assez emballé, visiblement, parce qu'il avait vu. Donc, je pense... Comment vous voyez-vous, qui donc connaissez un minimum Dick, l'avez lu, l'avez traduit, comment vous voyez justement ces adaptations de nouvelles et de romans de Dick, ou la série télévisée qui a été tirée du Maître du Haut-Château, un de ses plus gros romans? Est-ce que vous trouvez que c'est globalement des bonnes adaptations qui rendent bien hommage à Dick, même si évidemment elles ont des distances? Je dirais que ça aurait pu être pire. Il s'en sort pas mal parce qu'il y a énormément de romans qui ont été adaptés. Je n'ai pas vu la série du Maître du Haut-Château, mais quand on regarde les films à grand succès qui sont sortis comme Total Recall, Blade Runner, les deux Blade Runner, Adjustment Bureau, je ne sais pas si, enfin il y en a plein d'autres, il s'en sort très bien. Il aurait pu être massacré. Et finalement, il y a Truman Show. Alors Truman Show, c'est pas une adaptation, c'est autre chose. C'est la même. En fait, c'est le thème du roman que j'ai traduit, Le temps des articulés, et c'est le roman charnière de l'œuvre de Dick, où en fait, je ne sais pas si les gens connaissent l'histoire ou pas, il y a un personnage qui est célibataire, qui vit tout seul dans une petite maison dans une bourgade américaine, presque, je vais dire, caricaturale, et qui passe son temps à jouer à un jeu concours qui s'appelle Où sera le petit homme vert demain matin, et il gagne tout le temps. Et il coche des cases, machin comme ça.
Mais au bout d'un moment, il s'aperçoit que la réalité autour de lui, comme je disais, est en train de s'effriter. Il voit des panneaux qui n'étaient pas là avant. Il découvre un journal avec la photo d'une actrice inconnue qui s'appelle Marilyn Monroe. Il y a plein de choses qui commencent à être bizarres. Et on s'aperçoit évidemment au bout d'un moment que c'est un univers entièrement factice qui a été construit autour de lui parce que la Terre est en proie à des attaques de missiles atomiques venus d'une sécession sur la Lune et que lui, il a un talent qu'il ne connaît pas, qui est de prédire l'endroit des impacts. Et génial. Ça, ce qui est typique de l'œuvre de Dick, c'est que les héros sont des petites gens qui n'ont pas des positions importantes et qui toujours créent des miracles sans le savoir. Ils sont utilisés, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils ne connaissent pas leur rôle. Alors que Sylvain, c'est devenu une émission télé. Voilà. Et après, c'est différent. Oui. On ne se rend pas compte parce que je crois qu'on passerait tous, en tout cas de ce côté-là, 2 heures à discuter de Dick, 3 heures. Je voulais quand même, parce que je veux permettre avant de se quitter tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues, laisser quand même la salle poser peut-être quelques questions rapidement. Je voulais juste vous demander à vous, avant qu'on passe la parole à la salle, une dernière chose. Il y a plein d'œuvres de Dick, tout est génial quasiment, et je suis d'accord avec vous, en tout cas remarquable, c'est des livres, des nouvelles. Moi je suis toujours enthousiaste et je relis Dick régulièrement, des nouvelles ou des romans. Si vous aviez 3 romans à citer de Dick parmi vos préférés, j'ouvre le feu. Moi, je citerai Le Maître du Haut-Château, En attendant l'année dernière, et puis Le Temps des Articulés. Voilà, 3 romans majeurs pour moi de Dick. Tous les autres sont très très bons. Je suis moins touché par sa dernière période. Et vous, qu'est-ce que ce seraient vos œuvres préférées de Dick? À part Lubick, je suis tout à fait d'accord avec ton tiercé. Notamment Le Maître du Haut-Château, ça va quand même drôlement marqué. Dommage que je ne connaisse pas la série télé. C'est intéressant, mais c'est pas parfait. Par contre, je rajouterai beaucoup de ces nouvelles qui m'ont beaucoup marqué. Justin me racontait l'autre jour que la première fois que je l'ai découvert, c'est au milieu des années 60, par une anthologie parue au Marabout qui s'appelle Les 20 meilleurs récits de science-fiction du Bergevin. Et pour une fois, c'est presque vrai. C'est incroyable. Journal d'annonce, Patrouille du temps, Tous moi l'été les bords rouges, les plus grandes nouvelles sont là-dedans. Et notamment, il y avait Le Père Truquet. Le Père Truquet de Philippe Cadic. Alors là, le choc, rien que d'en parler encore maintenant, ça me glace. Rien que le nom, son père n'est pas le père. Wow. C'est un monstre qui m'a absolument marqué, alors que le Journal d'un monstre, par exemple, c'est beaucoup. Non, c'est pas pire du tout. Lui, c'est des petites touches. Et cette nouvelle-là, à une époque où il écrivait des nouvelles presque sur commande, je ne sais pas comment dire, avec des espèces de canevas nécessaires pour les éditeurs qui voulaient des nouvelles à chute. Et il excellait dans ce domaine-là. Il était très bon pour faire ce que les autres lui demandaient, mais il n'a pas voulu continuer. Il préférait faire autre chose. Donc ces nouvelles-là m'ont profondément marqué. Voilà, donc je rajouterai certaines nouvelles. Je suis d'accord, l'intégrale de ces nouvelles, c'est vraiment magnifique, c'est des plongées. Philippe, le tiercé. Stéphanie, le vôtre me va très bien. Ça me va. Mais je voulais juste rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. C'est que le speech que Philippe Cadic a fait à Metz, il y a un problème, il a eu un succès immense après. Parce que pendant le speech lui-même, il y a 10 personnes qui sortaient à tous les 2 minutes. Oui, c'est parce que personne ne comprenait ce qui se passait. Et après, au bout d'un moment, c'est devenu mythique. Il était traduit dans presque toutes les langues. Mais ce que je voulais dire, parce que personne n'en parle jamais, c'est que la traduction du titre n'a toujours pas été réglée. Le problème n'a pas été réglé. C'est qu'en anglais, c'est If you think this world is bad, you should see some of the others. Et en français, ça a été officiellement traduit par si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez en voir quelques autres. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et ce qui veut dire en réalité, et c'est beaucoup plus intéressant, ça veut dire ne vous plaignez pas de ce monde-là, il y en a de bien pire. Et ça change tout le sens du truc. Et le problème, c'est que c'est ce même titre qui continue à être reproduit partout. Absolument. Voilà. Et c'est aussi le speech-là qui a en grande partie inspiré la série Matrix des sœurs Wachowski. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, les univers parallèles, c'était quelque chose qui nous sidérait pour nous, alors que maintenant, même la physique a donné ses lettres de noblesse. On en parle tout le temps. À l'époque, non. On ne comprenait
pas trop ce que c'était. Tout ça, c'est rentré dans les mœurs. Oui, oui, lui, par contre, il va parler tout de suite. Je crois qu'on touche à... Oui, les trois. Alors le Ah, tiercé. les trois. Le Ah, tiercé. oui, celui qui répond pas. Le tiercé gagnant. Alors, moi, c'est Luc, c'est clair. Enfin, vraiment, il y a tellement de niveaux de lecture que c'est vertigineux. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et puis, j'adore Dr. Blood Money qui me fait beaucoup rire. Il y a énormément d'idées là-dedans et la plupart sont très marrantes. Mais comme toute bonne trilogie, hein, il y a toujours 4 volumes, j'ajouterai le dernier roman de Dick, La Transmigraphie, contrairement aux autres, et très apaisé et presque optimiste. Malheureusement, c'était le dernier, c'est la fin. Ben voilà, ça fait déjà un joli entretien. Je suis tout à fait ravi d'avoir pu écouter vos réponses, beaucoup plus encore que de poser mes questions. C'était un bonheur. Je vous remercie tous les trois déjà de cette contribution. Et avant de nous quitter, est-ce que rapidement, il y a quelques questions que vous voudriez poser à nos invités? Parce qu'après, il va falloir céder la place. Oui? Est-ce qu'il y a des projets éditoriaux autour de sa correspondance en français? Hélène? Non. Malheureusement, pas pour l'instant. Je relance régulièrement le sujet. Il faut faire un dossier de demande de subvention à chaque fois auprès du Centre national du livre. Ces dossiers ont une durée de vie limitée, donc les options tombent et il faut tout recommencer à chaque fois. Voilà. Mais je n'ai pas abandonné. Hein. Je pense qu'il faudrait le faire et j'aimerais mieux que ce soit moi qui le fasse maintenant que j'ai pu faire une pause un peu après l'exégèse. 7 ans de pause, c'est bon. Ben voilà une mission que nous Ouais, donne Hélène bien. Collomb. Ouais. Voilà une mission, peser, on a la petite influence que les uns et les autres on peut avoir vis-à-vis des décideurs, peut-être peser parce que c'est vrai que ce sera un beau projet. Écrivez aux éditions J'ai lu Nouveau Millénaire, demandez est-ce que la correspondance soit traduite. Autre question? Rapidement? Pas de regret? On n'a pas fait. Sur la particularité à traduire les textes de Dick. Tu veux dire, est-ce que c'est particulièrement difficile ou... Ouais, s'il y a des Alors non, spéciales. je dirais que non. Toute traduction est difficile, toute traduction a ses difficultés et ses moments où ça va mieux, où ça coule. Non. C'est pas un auteur difficile. C'est pas une écriture C'est pas un difficile. styliste. C'est pas un styliste. C'est Une pas écriture toujours simple, bien claire, écrit, brutale. mais c'est pas grave. En général, j'ajoute que celui qui m'a posé le plus de problèmes, c'est son roman de littérature générale que j'ai traduit. Il y en a 5 autres, hein, moi j'en ai fait qu'un. Il fait plus attention à son écriture, il s'écoute plus écrire, donc oui, c'est un peu plus difficile de restituer ça en français. Eh bien, en tout cas, c'était une belle idée du festival Étrange et Grand. Qu'on remercie vraiment pour cette table ronde, parce qu'on l'assurait, mais c'est vous qui avez fait ce choix d'invité. Je suis ravi de retrouver Philippe, que je n'avais pas vu depuis quelques années, mais on se croise régulièrement quand même, et comme quoi c'est toujours très agréable, même si sa vie professionnelle est partie ailleurs. Ça reste un grand passionné de science-fiction, et ça reste quelqu'un qui a fait un travail. J'en profite pour donner une anecdote personnelle. Lorsque j'étais jeune fan à la revue Fiction, j'avais envoyé une lettre parce qu'il s'était fait attaquer par la revue, et on m'avait dit si tu vas à Metz, de toute façon, il t'enverra bouler, etc. Et donc je lui ai fait une lettre, parce qu'à l'époque vous faisait des lettres, bien poli, ça rappelle sans doute plus, mais moi oui, parce qu'évidemment, où j'ironisais un peu en disant je sais que je vais me faire jeter, mais voilà, je viens, et moi je souhaite vous rencontrer pour vous poser des questions, et puis voilà, en tout cas, je tente ma chance, même si on m'a dit que j'aurais sans doute pas de réponse et qu'on verrait bouler, et j'ai reçu quelques semaines après un mot de son chargé de communication du festival, me disant voilà, on vous attend au festival. Donc moi je suis arrivé la bouche en cœur, et en fait ma chambre d'hôtel m'attendait, j'avais toutes les conditions pour faire mon travail, et j'ai jamais eu l'occasion de remercier Philippe qui, avec beaucoup d'humour et de générosité, n'hésitait pas, contrairement à une légende tenace de l'époque, à accueillir les jeunes fans et la nouvelle génération que j'étais à l'époque. En tout cas, merci tous les trois. C'est l'époque où j'étais sympa. Merci Hélène Collomb, merci Raymond Millesi, merci Philippe Hupp. Philippe Cadic, c'est un bonheur d'en parler, et c'est encore plus un bonheur de le lire. Il y a toujours des textes à découvrir et à relire. Lisez,
faites lire Philippe K. Dick, un des plus merveilleux écrivains de la science-fiction, et un grand écrivain tout court. J'ajoute, parce qu'il faut parfois se faire plaisir, que j'ai entendu Jérôme Garcin, Le Masque et la Plume et consorts, parler de Dick, dire à quel point c'était génial. On aurait aimé que tous ces gens-là le sachent il y a 40 ans, mais à l'époque ils ne savaient pas lire. Maintenant que Dick est un écrivain à succès, eh bien même les grands défenseurs du mainstream germano-pratin sont obligés de reconnaître que oui, il y a d'immenses écrivains dans la science-fiction que ne l'ont-ils su avant, mais nous le savions, vous le savez, et de plus en plus de public le savent. Merci et bon festival.